Savoir maîtriser les technologies du XXIe siècle peut rendre les détectives privés et les équipements de surveillance hors de prix complètement inutiles. Surtout quand votre mari, comme le mien, vit encore mentalement au siècle dernier. Pourquoi aurais-je besoin d'un tel arsenal, me direz-vous? Eh bien, pour m'assurer que mon mari ne découvre jamais que je ne suis pas à un séminaire professionnel à Lyon, comme je le lui ai dit. La vérité? Je suis en Corse, avec mon amant. En ce moment précis, Pierre est dans la salle de bain, au fond du couloir. Moi, je suis allongé sur le lit de cet hôtel 5 étoiles, l'attendant avec une impatience presque douloureuse. Ce sera notre premier moment d'intimité qui n'aura pas lieu dans un bureau vide ou une salle de stockage au travail. C'est une escapade d'une semaine que j'ai gagnée à un concours local, vol et hébergement compris. Bien sûr, David, mon mari, n'en sait rien. Pour lui, je suis à ce fameux séminaire. S'il appelait l'hôtel à Lyon pour me parler, son appel serait transféré à mon amie Isabelle, qui a réservé une chambre à mon nom. Elle a pour consigne de m'alerter immédiatement. Pierre et moi avons absolument tout prévu pour que nos conjoints respectifs ne découvrent rien. Les conséquences seraient, bien entendu, impensables. Je dois compter sur quelques certitudes, comme le fait que David ne sait absolument pas utiliser une application de géolocalisation pour voir que mon téléphone n'est pas là où il devrait être. C'est une quasi-garantie. David n'a eu son premier smartphone qu'il y a 2 ans, avant ça, il s'accrochait à un vieux téléphone à clapet, et le convaincre de l'abandonner a été aussi difficile que de sevrer un bambin de sa tétine. Un véritable cauchemar. Même son nouveau téléphone n'était qu'un vieil iPhone 5S d'occasion, car il ne voyait pas l'intérêt de dépenser une fortune pour un appareil dont il n'utiliserait jamais les fonctionnalités. Aucun risque, donc. Je pouvais exclure la possibilité que David saute dans un avion pour me faire une surprise à Lyon. Enfin, pas me faire une surprise. J'avais délibérément choisi cette semaine car il était accaparé par la négociation de la vente de son entreprise. Nous approchions de la retraite. Pourrait-il découvrir que j'avais pris une semaine de congés annuels au lieu d'être en déplacement professionnel? Encore une fois, non. Pour cela, il aurait fallu qu'il ait accès à ma feuille de temps électronique, et il était totalement analphabète en informatique. Depuis que le dernier de nos enfants avait quitté la maison il y a 5 ans, et avec David si occupé à faire croître l'entreprise pour notre retraite, nous n'avions pris que quelques week-ends prolongés en plusieurs années. Tous mes congés annuels devaient m'être payés à mon départ à la retraite. David ne remarquerait jamais qu'on me payait 9 semaines au lieu de 10. J'avais vraiment hâte que Pierre sorte de cette salle de bain. La journée avait été longue, David m'avait déposé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 7 heures du matin, puis un vol pour Paris, suivi de 3 heures d'attente au terminal international et enfin 4 heures de vol jusqu'à Ajaccio. Un taxi jusqu'à l'hôtel, l'enregistrement où j'ai présenté mon bon pour 5 nuits, et une douche rapide pour me rafraîchir. Bien sûr, Pierre voulait un moment intime avant le dîner, mais je lui ai fait remarquer qu'avec le décalage horaire, il ne nous restait que 30 minutes avant la fermeture du restaurant. Nous y sommes donc allés directement. Finalement, le restaurant de l'hôtel était complet, alors nous sommes allés dans un petit restaurant de fruits de mer juste à côté. Après avoir mangé, nous avons découvert que l'établissement n'acceptait pas l'American Express, la seule carte de crédit que Pierre avait sur lui. J'ai été obligé d'utiliser ma Mastercard, liée à notre compte épargne principal. Un compte joint avec David. Je savais que la transaction apparaîtrait sur le relevé, mais comme c'est moi qui gérais toute la paperasse et les finances de la famille, le risque était infime. J'ai payé, et nous sommes retournés dans notre chambre, juste au moment où cette histoire commence. J'étais là, allongé, frissonnant d'anticipation, passant en revue mes plans pour la énième fois et n'y trouvant aucune faille. Tout ce que j'avais à faire était de crier à Pierre, à travers la porte fermée de la salle de bain, de rester où il était jusqu'à ce que j'ai fini mon appel. Ensuite, je n'aurais plus qu'à me détendre et à profiter de son attention. Il m'avait dit qu'il avait une langue très talentueuse. J'étais curieuse de voir si c'était vrai. J'ai essayé d'appeler avec mon portable, mais il ne fonctionnait pas. Des images de David, découvrant ma liaison et résiliant mon forfait téléphonique, ont traversé mon esprit, nourris par une culpabilité innée et une profonde inquiétude, je suppose. Puis je me suis mentalement donné une claque. J'avais oublié d'activer l'itinérance internationale. Soulagé, j'ai allumé mon ordinateur portable, je suis allé sur le site de mon opérateur et j'ai modifié mon statut. Ensuite, j'ai appelé David pour lui dire brièvement qu'après une journée de voyage et l'enregistrement au séminaire, j'étais épuisé et que j'allais me coucher tôt.
Attentionné comme toujours, il m'a recommandé de bien manger et m'a demandé ce que j'avais dîné. Je lui ai répondu qu'Isabelle et moi avions mangé dans un restaurant de fruits de mer. Je sais que les menteurs ont besoin d'une bonne mémoire, et la mienne était aussi faillible que celle de n'importe quelle femme approchant la soixantaine. J'ai donc jugé préférable de m'en tenir le plus possible à la vérité quand je mentais à David. S'il me redemandait un jour ce que j'avais fait pour le dîner ce premier soir, je pourrais simplement dire que j'étais allé dans un restaurant de fruits de mer, sans avoir à mémoriser un mensonge. Nous avons échangé des « je t'aime », et nous le pensions tous les deux. Il semblait normal. Je me suis détendu. Vous vous demandez peut-être comment je pouvais faire ce que je faisais tout en aimant encore mon mari à la folie. Pourquoi je me sentais coupable tout en étant tourmenté par cette petite inquiétude au fond de moi. Je mettais cela sur le compte de ma nature curieuse, ou plutôt, de ma curiosité naturelle. David était le seul homme avec qui j'avais jamais couché. J'étais curieuse de savoir comment ce serait avec un autre. J'étais curieuse de savoir si l'infidélité était aussi excitante que certaines de mes connaissances le disaient. Je savais que d'ici une décennie, ma libido diminuerait pour finalement s'éteindre, et je savais qu'une fois à la retraite, vivant l'un sur l'autre, les occasions d'expérimenter seraient très limitées. J'étais curieuse de savoir si les hommes autres que mon mari me trouvaient encore attirante. C'est pour ça que j'avais poursuivi Pierre de mes assiduités. Demandez à David ce qu'il pense de ma curiosité. Il avait appris au fil des ans à n'acheter mes cadeaux de Noël et d'anniversaire qu'au tout dernier moment. Une fois que je savais qu'il les avait, je le harcelais sans relâche jusqu'à ce qu'il en ait assez et me dise ce que c'était. J'étais curieuse de savoir comment les choses fonctionnaient, où elles allaient, et pourquoi les choses étaient faites d'une certaine manière. J'ai dû être une enfant insupportable avec ce besoin de tout savoir. Oh oui, la curiosité était un moteur très puissant de mon comportement. Cette nuit-là a satisfait ma curiosité. C'était presque aussi bien que ce que j'avais imaginé. Pierre était un amant prévenant et correctement doté. La connexion émotionnelle des câlins après l'amour m'a cependant manqué. Ni Pierre ni moi ne nous faisions d'illusions sur le côté romantique de ce voyage. Nous avons refait l'amour le matin avant de partir visiter les environs. Plus tard, nous avons réservé une excursion en bus pour le lendemain vers les Calanques de Piana au bureau d'excursion de l'hôtel, avant de prendre une douche. La même conférence que la veille avait réservé le restaurant de l'hôtel, alors nous avons erré dans la rue et trouvé un autre endroit sympathique. Les problèmes ont commencé à la fin du repas. Cet endroit n'acceptait pas non plus l'American Express, alors une fois de plus, j'ai sorti ma Mastercard. Refusé. Qu'est-ce que c'était que ça? J'avais réglé le solde la semaine précédente, donc je savais que le problème ne venait pas d'un plafond atteint. Et je l'avais utilisé la veille, donc les transactions internationales n'étaient pas bloquées. C'était embarrassant pour Pierre et moi de devoir fouiller dans nos portefeuilles pour rassembler assez d'euros pour payer le repas. À peine inquiète, nous sommes retournés à l'hôtel, et dès que nous fûmes dans la chambre, j'ai essayé de me connecter au site de la banque. Mon mot de passe ne fonctionnait pas. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai passé plus de 45 minutes en attente avec le centre d'appel délocalisé de la banque, puis 15 autres minutes pour obtenir le message d'un opérateur à l'accent à couper au couteau. Les transactions internationales avaient été désactivées sur mon compte, et non. Il ne m'autoriserait pas à les réactiver par téléphone. La logique voulait qu'il y ait une explication parfaitement raisonnable à tout cela. Ça ne voulait certainement pas dire que David savait que je le trompais. Il n'était certainement pas allé sur un ordinateur, changer le mot de passe et désactiver les transactions internationales. L'idée même qu'il sache faire ça était risible. En jetant un œil à l'horloge, j'ai remarqué qu'avec le décalage horaire, il était presque trop tard pour mon appel de contrôle quotidien à la maison. Pierre avait passé son coup de fil pendant que j'étais en attente avec la banque. Après lui avoir fait signe de se taire, j'ai appelé David. Après lui avoir demandé comment il allait et avoir répondu à la même question de sa part, il m'a demandé quel temps il faisait à Lyon. J'avais fait mes recherches à l'avance sur Météo France et lui ai décrit le temps qu'il avait fait dans la ville ce jour-là. Puis j'ai amené le sujet sur ce qui me préoccupait. Il avait l'air normal, enjoué, ce qui a fait tressaillir ma conscience quand j'ai pensé à la façon dont je le trompais. David, as-tu la moindre idée de pourquoi ma carte de crédit ne fonctionne pas, ou pourquoi le mot de passe de la banque en ligne a été changé? Il y eut peut-être 10 secondes de silence avant que la ligne ne se coupe. Le plus inquiétant non, le plus terrifiant c'est que juste avant que la communication ne soit coupée, j'ai cru entendre un son qui ressemblait à un sanglot.
3 tentatives pour le rappeler dans les 5 minutes qui ont suivi sont tombées directement sur sa messagerie. Le téléphone était éteint. Pierre m'a dit que son appel à sa femme avait été normal et, bien sûr, il voulait refaire l'amour. J'étais morte d'inquiétude et je lui ai dit que je n'étais plus d'humeur. Le souvenir de ce sanglot, le son le plus déchirant que j'ai jamais entendu, me tuait. J'essayais de comprendre si David avait pu découvrir où j'étais et ce que je faisais, mais je n'arrivais pas à l'imaginer. Une nuit agitée et sans sommeil, à écouter les ronflements de tronçonneuse de Pierre, et j'étais une épave le matin. J'avais du mal à me persuader que le refus de David de rallumer son téléphone était autre chose que sinistre. Inutile de dire que nous ne nous sommes pas présentés pour l'excursion en bus. À la place, j'ai appelé le téléphone de David toutes les 30 minutes, en vain, et je suis allé dans une banque partenaire de la mienne pour retirer 1000 € d'argent d'urgence, puis je suis resté assise dans la chambre d'hôtel à m'inquiéter. De belles vacances torrides, vraiment. Pas du tout. L'inquiétude extrême s'est transformée en terreur lorsque Martine, notre voisine, a appelé pour dire qu'il y avait un camion de déménagement dans notre allée et a demandé si nous partions. Dans ma panique, je lui ai demandé de trouver David et de lui passer son téléphone pour que je puisse lui parler, mais apparemment, il a refusé. La partie était terminée, il n'y avait plus aucun doute. Notre fils Mathieu vivait à proximité, alors je l'ai appelé pour lui demander d'aller voir son père. Il a répondu à ma question par une autre question. « Où es-tu, maman ?» Quand j'ai répondu « à Lyon », il m'a raccroché au nez. Et maintenant, j'avais 2 membres de ma famille dont les téléphones étaient soit éteints, soit qui bloquaient mes appels. Des appels désespérés à plusieurs compagnies aériennes ont révélé que l'aéroport d'Ajaccio était maintenant fermé à cause de son couvre-feu, et que le premier vol que je pouvais obtenir était à 10 h le lendemain matin. Pas de sommeil à nouveau et un Pierre agaçant, qui refusait d'accepter la gravité de la situation jusqu'à ce que je lui fasse remarquer que si David savait, sa femme pourrait bientôt le savoir aussi. Le trajet jusqu'à l'aéroport et la longue attente au terminal étaient interminables. Un appel à Martine a révélé que le camion de déménagement était parti, et que David était parti en voiture tard la veille et n'avait pas été revu depuis. Le vol sans sommeil de retour à Paris et l'attente et le vol vers ma région d'origine passaient à la vitesse d'un escargot asthmatique. J'ai essayé de préparer ma défense, mais c'était inutile. Sans savoir ce que David savait, c'était impossible. Le fait qu'il sache que j'étais parti avec un amant était une évidence, mais comment l'avait-il découvert? Et depuis quand le savait-il? Pierre et moi avions eu des rapports à d'autres occasions. Est-ce que cela ferait une différence? David avait-il soupçonné où j'allais et engagé un détective privé pour nous suivre? Je tremblais à cette possibilité. Même lorsque je parlais à David la dernière fois, était-il en train de regarder des images de Pierre et moi en pleine action? Cela expliquerait certainement le sanglot. Juste un instant, l'immensité de la douleur de David en voyant quelque chose comme ça a secoué ma conscience, et c'était horrible. Ou le détective privé lui avait-il dit qu'ils avaient confirmé mon infidélité et avaient des preuves enregistrées, mais lui avait recommandé de ne pas les regarder? Cela rendait un retour rapide à la maison encore plus impératif. Comment David gérerait-il la confrontation? Je le savais être du genre fort et silencieux. Il s'assiérait probablement là, attendant que je confesse tout. Mais que dirais-je? Il y avait une énorme différence entre, Pierre et moi avons flirté pendant un moment, mais c'était la première fois que nous franchissions la ligne, et, nous avons des relations au bureau depuis plusieurs mois et avons décidé de nous éclipser pour la semaine afin de pouvoir enfin le faire dans un lit. David s'attendrait sans aucun doute à une explication complète, mais quoi admettre? Toutes ces inconnues me rongeaient. J'avais besoin d'informations. J'ai expliqué ma logique à Pierre, ainsi que le fait que le caractère de David signifiait qu'il le dirait certainement à la femme de Pierre. Cela l'a finalement rendu aussi inquiet que moi, et dès que nous avons atterri à Paris, il a appelé sa femme pour lui dire que la conférence à laquelle il était censé assister était annulée à cause d'un incendie à l'hôtel et qu'il rentrait chez lui. Elle a agi normalement, donc David ne lui avait encore rien dit. Plusieurs appels sur le portable de David sont restés sans réponse, alors juste avant le vol de retour de Paris, je lui ai envoyé un texto avec mon heure d'arrivée. J'avais un siège côté couloir, et alors que je me levais pour débarquer, j'ai dit à Pierre d'attendre que tout le monde soit sorti et de ne même pas me regarder dans le terminal ou à la récupération des bagages. Notre liaison était terminée. Pour toujours. En le regardant d'en haut, j'ai essayé de me souvenir de la satisfaction et du plaisir que cet homme m'avait donné. Mon esprit était vide. Tant de stress et de douleur pourquoi?
J'ai opté pour une défense agressive mais non scriptée face à David. Je n'avais toujours aucune idée de ce qu'il savait, alors j'ai décidé de n'offrir aucun détail jusqu'à ce que je lui arrache ce que je devais justifier et pourquoi je devais m'excuser. Je me consolais en sachant qu'il m'adorait. Oui, il pourrait m'infliger une douleur à court terme, mais notre avenir était assuré. En traversant la passerelle, j'ai plaqué un faux sourire sur mon visage et je suis entré dans le terminal. Je suppose que certains des hommes qui attendaient les passagers auraient pu s'appeler David, mais mon David n'était pas parmi eux. Ce n'était pas bon. Je m'étais préparé pour une confrontation qui n'allait pas avoir lieu tout de suite. Avec un soupir, j'ai attendu mes bagages puis j'ai pris un taxi pour rentrer, de plus en plus inquiète de ce que j'allais trouver là-bas. En faisant mes recherches sur les signes qui trahissent les conjoints infidèles, je n'ai pu m'empêcher de lire certaines des conséquences dans les histoires que j'avais lues. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention car je ne me ferais jamais prendre. Parmi les histoires d'épouses infidèles, un scénario revenait souvent, la femme revenant d'un voyage avec son amant pour trouver les serrures de la maison changées. Si David avait fait ça, je n'aurais d'autre choix que d'aller chez ma sœur, qui ne me laisserait pas en paix jusqu'à ce qu'elle découvre pourquoi. Elle était presque aussi curieuse que moi. Puis il y avait l'autre question brûlante, les affaires de qui avaient été retirées de notre maison. Les miennes ou celles de David ? Juste après mon désir de ne pas perdre mon mari venait le souhait que ma transgression ne soit pas rendue publique. J'avais un statut social élevé dans ma communauté, faisant partie de plusieurs comités paroissiaux et de l'association Voisins Vigilants. Je me suis fait une note mentale d'ajouter et faire jurer à Martine de garder le secret à ma liste de priorités. Il ne faudrait pas être un génie pour deviner la vérité derrière un scénario incluant une femme absente, un camion de déménagement, et un mari refusant de parler à la dite femme quand on lui tend un téléphone. Oh, mon Dieu! Pourquoi n'avais-je pas pensé aux conséquences avant de fauter? Même si près de 24 heures d'inquiétude constante était tout ce qui arrivait, cela n'en valait absolument pas la peine. Au diable ma curiosité pour un autre homme et l'excitation de l'infidélité. Et doublement au diable ma curiosité de savoir si j'avais encore la cote. Qu'est-ce que ça importait, tant que mon mari me désirait encore? Traînant ma valise jusqu'à la porte d'entrée, j'ai sorti mes clés, puis je suis resté là un instant, priant pour que la clé fonctionne et que David soit d'humeur raisonnable. Quelque chose m'a fait regarder autour de moi. Martine m'observait depuis son jardin, tout comme sa voisine et la dame curieuse de l'autre côté de la rue. 2 autres rideaux bougeaient dans l'impasse. Je suppose qu'elles aussi avaient un problème avec la curiosité. J'ai regardé Martine, qui a détourné le regard, penaude. Tant pis. Adieu ma réputation. La clé a tourné dans la serrure, et j'ai échappé au sourire narquois et au regard désapprobateur en entrant. Dès le hall d'entrée, avec la vue que j'avais sur le salon, j'ai compris que ma vie n'allait pas être facile pendant un long moment. Ce simple aperçu m'a dit que David était parti. J'ai laissé tomber mes sacs et j'ai couru vers le salon, notant l'absence des tableaux et des bibelots préférés de David. Pièce après pièce, la même histoire. Je veux dire, il ne restait presque aucune trace de lui dans toute la maison. La vue de son placard vide était déjà assez terrible, mais quand je me suis traîné en bas et que j'ai vu son alliance sur une enveloppe au milieu de la table de la cuisine, je me suis effondré sur les genoux et j'ai pleuré. En faisant le bilan, du côté du débit, j'avais causé une douleur immense à mon mari, un homme qui ne méritait en aucun cas le couteau que je lui avais personnellement planté dans le dos. La nature de ma relation avec lui à partir de maintenant était une inconnue totale et terrifiante. C'était la même chose pour mes enfants. Ils avaient eu 24 heures pour entendre et absorber la version de David, peut-être étayée par des photographies et des vidéos. Après tout, nous leur avions inculqué à tous les deux un sens aigu de la justice. Des années de leçons sur l'honnêteté, la moralité, l'éthique. Pourquoi avais-je cessé de donner l'exemple? Maudite curiosité. Avec les ragots juteux que Martine avait lâchés, je savais que je n'aurais pas le courage d'assister à la messe ou à toute autre fonction de quartier dans un avenir proche, peut-être même jamais. Et je ne voulais vraiment pas penser à mon travail. Mon patron fréquentait la même église que moi. S'il découvrait ce que Pierre et moi avions fait, que ce soit par les rumeurs locales ou parce que David l'aurait raconté à tout le monde, j'étais viré. Il ne le ferait pas pour des raisons de performance ou à cause d'une stupide clause de moralité dans mon contrat de travail. Il me mettrait simplement à la porte, au diable les conséquences légales. En face de cela, oh, mon Dieu, cette annihilation des 3 piliers de ma vie, famille, travail et acceptation sociale, il y avait quoi?
De vagues souvenirs de quelques étreintes rapides au bureau après que tout le monde soit parti, des moments où Pierre soulevait juste ma jupe et faisait son affaire. Bon sang, je n'avais même pas eu d'orgasme pendant ces rencontres. Tout ce qu'elles avaient accompli, c'était un désordre entre mes cuisses qui m'obligeait à fourrer une liasse de papier toilette dans ma culotte pour rentrer chez moi et à me précipiter sous la douche une fois arrivé. Oui, le voyage en Corse avait satisfait ma curiosité quant à mon attrait continu pour le sexe opposé et à ce que serait l'intimité avec un autre homme. Et oui, je me souvenais avoir apprécié nos 2 accouplements là-bas, mais bien que je sache que j'avais vraiment apprécié les 2 fois, ces événements momentanés et éphémères s'estompaient déjà rapidement de ma mémoire. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis traîné jusqu'au bar et me suis versé un grand verre de quelque chose, n'importe quoi, et je l'ai avalé d'un trait. Presque automatiquement, j'ai composé le numéro de David, puis celui de mon fils. Les 2 sont tombés directement sur la messagerie. J'ai ensuite appelé ma fille, priant pour que David ait été au moins généreux de ce côté-là. La conversation a été courte, très courte. Salut Delphine, c'est maman. Es-tu allée en Corse avec un amant, maman, a-t-elle demandé. Je suis restée là, silencieuse. Je suppose que ça veut dire oui. Au revoir, maman. Je suis trop en colère pour te parler en ce moment. Même la tonalité semblait en colère, comme un essaim de frelons. Tout ce qu'il me restait, c'était l'enveloppe sur la table, mais son contenu potentiel nécessiterait au moins un autre verre d'eau. Qu'est-ce que c'est? Oh, de la vodka. J'ai réussi à retarder l'ouverture de l'enveloppe d'un quart d'heure. Potentiellement, l'enveloppe pouvait contenir d'horribles photographies, des preuves accablantes de trahison, et la confirmation de la mort de mon mariage. Mais après une réflexion semi-rationnelle, elle pouvait aussi contenir de l'espoir, les grandes lignes d'une punition sévère mais temporaire, ou à tout le moins, des réponses aux questions brûlantes qui me torturaient. Comment David avait-il découvert la vérité sur moi et Pierre? Depuis combien de temps le savait-il? Devait-il encore imaginer mon adultère, ou l'avait-il vu de ses propres yeux en couleur? 3 vodkas se sont avérés être le chiffre magique avant que la curiosité ne l'emporte. J'ai soigneusement posé l'alliance de David sur l'étagère réservée à nos objets précieux, en attendant le moment où il reviendrait la réclamer, et j'ai ouvert délicatement l'enveloppe A4, qui s'est avérée contenir des documents pour le travail de David. Elle était totalement dépourvue de quoi que ce soit de sa part. J'ai réalisé qu'il l'avait simplement utilisée pour que l'or de son alliance ne se perde pas visuellement sur le fond de la table en frêne. J'ai fouillé la maison à la recherche de quelque chose, n'importe quoi que David aurait pu laisser comme indice. Rien. Intérieurement, je hurlais de frustration. Le fait de ne pas savoir me tuait. J'ai géré la situation de la seule manière que je connaissais, en finissant la vodka et en commençant la tequila. Le lendemain fut aussi physiquement douloureux que l'on pouvait s'y attendre. Oh, ma tête. Juste pour confirmer ce que je supposais, j'ai appelé David, Delphine et Mathieu plusieurs fois. Tous les appels sonnaient dans le vide, me disant qu'ils m'ignoraient ou que j'étais bloqué. David avait manifestement informé notre fils de ce que j'avais fait, donc je le voyais comme une fenêtre potentielle d'information sur ma chute. Je ne savais toujours pas quoi dire à David lorsque nous nous rencontrerions enfin. Avec cette idée en tête, je suis allé en voiture voir mon fils à une heure où je savais qu'il serait rentré du travail. Ma fille vivait à plusieurs régions de là avec son mari. La porte a été ouverte par Amélie, la fiancée de mon fils. Nous nous étions toujours bien entendus, presque proches. Contrairement aux visites précédentes, elle ne m'a pas invité à entrer, me disant froidement qu'elle désapprouvait ce que j'avais fait et qu'elle soutenait pleinement la décision de mon fils de couper tous les ponts avec moi. Mathieu s'était manifestement confié à elle, alors je l'ai pressée de me dire ce qu'elle savait de ce que j'avais fait. Catherine, tu sais ce que tu as fait. Et puis la porte s'est refermée sur mon visage. C'était si frustrant. Je n'avais toujours aucune idée de ce que David savait, depuis combien de temps, et quelles preuves il avait. Ça me tuait. Ne sachant absolument pas où David logeait, je n'avais d'autre choix que de revenir au plan A, être avare d'aveux sur mes actes et sonder ce que David savait. Par conséquent, quand je me suis sentie de nouveau humaine, je me suis apprêtée et je suis allée à son bureau. Il avait la même secrétaire réceptionniste depuis des années, et nous avions toujours été en bons termes. Ce jour-là, elle était froide et accusatrice et m'a dit sans embâche que David était en voyage pour une durée indéterminée, et non, je n'étais pas la bienvenue pour revenir tous les jours. Je ne savais peut-être pas ce que David savait, mais il semblait que toutes nos connaissances communes le savaient.
C'était tellement embarrassant. Plusieurs voisins sont passés, mais il était évident qu'ils cherchaient juste des ragots, non par souci pour moi. C'était de loin la période la plus solitaire de ma vie jusqu'à présent. J'étais saoul à 10 heures du matin le vendredi, mais j'ai décidé de rester sobre le week-end, au cas où David reviendrait et que j'aurais besoin d'avoir les idées claires. Saoul ou sobre, cela ne faisait aucune différence. Ne pas savoir ce que David savait et ce qu'il disait à mes enfants, à son personnel, peut-être à nos amis et voisins, et même à tous les barman à moins d'une heure de chez nous, me rongeait de l'intérieur. Retourner au travail le lundi était à la fois un soulagement et terrifiant. J'ai essayé de lire l'expression sur le visage de mon patron pour déceler le moindre indice qu'il allait nous renvoyer, Pierre et moi, ce jour-là, mais il s'est simplement enquis de ma semaine de vacances. J'ai coincé Pierre dès que j'ai pu, et il a rapporté que les choses chez lui étaient normales. Il était clairement très inquiet, cependant, pensant que le couperet pouvait tomber à tout moment. J'en ai conclu que soit David s'était mis à boire comme moi et ne pensait pas encore de manière rationnelle, soit qu'il faisait délibérément mariner Pierre. Son désir de faire souffrir l'homme qui avait endommagé son mariage était compréhensible. Enfin, l'une des personnes qui avait endommagé son mariage. J'étais assez honnête pour accepter ma part de responsabilité. Je penchais pour la deuxième raison, la première impliquait qu'il avait vu des images de mon escapade en Corse et essayait d'effacer chimiquement les images. À la fin de la journée de travail, je m'étais convaincu que David me punissait simplement et me faisait réaliser ce que j'avais mis en péril par mes actions. Je serais plus convaincu si je savais exactement ce que mon mari savait. Quelle frustration. L'huissier de justice m'attendait quand je suis rentré à la maison. Abasourdi, j'ai saisi la grosse et épaisse enveloppe qu'on m'avait remise. Quelle épaisseur pouvait avoir une demande de divorce? Certainement pas celle qui semblait être dans l'enveloppe que je tenais. Des visions d'une série de photos extraites d'une vidéo, incluses pour me déstabiliser et me faire savoir que contester une accusation d'adultère était inutile, ont traversé mon cerveau. Je n'ai aucun souvenir de la façon dont je me suis retrouvé assise à la table de la salle à manger, mais j'étais là, fixant l'enveloppe. Que David ait déposé une demande sans un mot ou sans me donner une chance de me défendre devait signifier que les preuves qu'il avait été à la fois accablantes et paralysantes, rendant toute tentative de pardon impossible. Finalement, ma curiosité quant à l'étendue des preuves de David a surpassé ma lâcheté, et c'était peu dire, car j'aurais préféré arracher un serpent venimeux en pleine crise hormonale plutôt que des documents qui signaient la fin de mon mariage. Mettant de côté la lettre d'accompagnement et confirmant que la demande elle-même ne faisait que 7 pages, je me suis armé de courage pour regarder les photographies, dont il n'y en avait absolument aucune. La majeure partie du reste du matériel était des informations génériques sur la manière de répondre à la signification de la demande et sur mes droits. La confusion se mêlait au soulagement. Soulagement, ne serait-ce que parce que je n'aurais pas de preuve de mon adultère sous les yeux. Ce soulagement fut de courte durée, cependant, lorsque j'ai lu la lettre d'accompagnement, veuillez trouver 6 juin. Rupture irrémédiable de quelque chose. En tant que procédure civile, le demandeur a l'intention de faire appliquer le contrat de mariage signé et attester le quelque chose. Oh, non. J'avais complètement oublié le contrat de mariage. Ils en avaient gentiment mis une copie après toutes les balivernes génériques. Les mains tremblantes, j'ai lu l'accord simple. Oui, je m'en souvenais bien. En cas d'adultère, la partie fautive repartait avec pratiquement rien. Tout à coup, l'absence de photographie prenait tout son sens. Pourquoi montrer toutes ces cartes dès le début? Par ses actions, David envoyait un message. Il n'était pas le moins du monde intéressé par mes rationalisations et mes motifs ou, plus important encore, par le fait de me pardonner. Il avait les faits, rien d'autre n'était pertinent. C'était tellement David. Et pourtant, je ne pouvais pas accepter qu'il n'y ait aucun espoir. Il devait sûrement y avoir plus pour moi qu'un simple souhait d'avoir l'occasion de m'excuser auprès de lui et la chance de me réconcilier un jour avec mes enfants. Et mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse à la question brûlante qui dévorait ma curiosité, comment avait-il découvert? Il devait le savoir bien avant la semaine dernière pour avoir pu organiser la collecte des preuves qu'il possédait. J'avais été si incroyablement prudente. Pourtant, j'ai détruit un homme bon, et cela me rongeait aussi. Au travail le lendemain, j'ai confirmé que Pierre avait toujours un mariage heureux, et après avoir interrogé la réceptionniste, personne n'avait appelé pour demander si j'étais à une conférence. J'ai également découvert qu'il ne restait qu'une somme minime sur tous nos comptes joints. Suite à cette découverte, j'ai pris rendez-vous avec un avocat pour le lendemain. Je ne l'ai pas engagé,
j'ai juste demandé quelques conseils. M'attendant à être expulsé de la maison familiale à tout moment, avec la possibilité d'être licencié pour faute et sachant que l'argent se ferait rare dans un avenir prévisible, je devais économiser ce que je gagnais. L'avocat a confirmé que si mon mari présentait les preuves qu'il possédait, alors le contrat de mariage, aussi ancien soit-il, était tout à fait exécutoire. La tequila a ses inconvénients. Le principal est que les idées qui surgissent après 3 verres tard le soir peuvent ne plus avoir de sens le matin. Cette idée particulière était que je pouvais trouver les réponses à toutes mes questions en les posant à David, et que je pouvais le forcer à le faire en utilisant les papiers signés comme monnaie d'échange. Donc, à 1h18 du matin, j'ai envoyé un email au cabinet d'avocats que David utilisait et leur ai demandé de lui transmettre un message. Si David acceptait de s'asseoir et de me parler, je signerais cette maudite demande. Sinon, je ferais traîner les choses tout au long du processus. Le lendemain, on m'a fermement répondu par email que, peu importe que je signe ou non, la procédure était lancée. L'avocat avait été si ferme que ce fut une surprise quand il m'a rappelé le lendemain pour me dire que David avait en effet accepté de me rencontrer. Il insistait pour que la rencontre ait lieu au bureau de l'avocat avec des témoins et exigeait une honnêteté absolue. Le moindre soupçon de mensonge, et il partirait, et je ne le reverrai plus jamais. J'ai insisté pour qu'une partie de la conversation inclue la manière dont David avait découvert ma parenthèse dans mon mariage. Voilà encore ma curiosité insatiable. Je devais savoir. Il a rappelé 1 heure plus tard avec l'accord de David sur mes conditions, et une réunion a été fixée pour le jeudi après-midi. Cela me donnait une journée pour préparer ma stratégie. La condition sur l'honnêteté n'était pas une surprise. Je connaissais la position de David sur l'honnêteté scrupuleuse. J'ai décidé de tout lui donner, ne lui laissant aucune excuse pour mettre fin à la réunion. Ne rien retenir et ne pas déformer la vérité, même légèrement. Aussi difficile que cela serait pour moi de dévoiler ma tromperie devant tout le monde, montrer mon honnêteté et mon remords, je me disais, maximiserait mes chances de réconciliation. Les réunions et conversations ultérieures pourraient être utilisées pour le convaincre que malgré mes actions, je l'aimais toujours inconditionnellement. Je suis arrivé au bureau de l'avocat de David et j'ai été immédiatement conduite dans une salle de conférence. Présent était son avocat et une sorte de secrétaire. J'ai rougi en réalisant que ces 2 personnes connaissaient mon comportement sordide, mais j'ai pâli de panique en voyant que David n'était pas là. Heureusement, il est arrivé peu après moi, s'asseyant en face. Son visage était effroyablement vide, et il est resté silencieux pendant que son avocat répétait ce qu'il avait dit au téléphone, que je devrais vraiment avoir mon propre représentant et a proposé de reporter si je le souhaitais. J'ai refusé. Il a ensuite réitéré la raison de notre présence, répété la menace de David de partir immédiatement si je n'étais pas 100% honnête, puis m'a offert l'opportunité de dire ce que j'avais préparé. Malgré toutes mes préparations, je ne me souvenais plus par où commencer. L'avocat m'a aidé. Pourquoi ne pas commencer par le moment où vous et votre amant avez entamé votre liaison? J'ai rencontré Pierre à mon travail, bien sûr, ai-je commencé. L'avocat m'a interrompu. Pour être complet, ce serait Pierre Dubois. Pierre Dubois, ai-je répondu. J'ai fait une pause et regardé David, essayant de le supplier du regard de me laisser faire ça en privé. Il est resté impassible. Nous avons flirté pendant des mois. Puis, pour des raisons que je ne peux plus justifier maintenant, nous avons commencé une relation. Juste quelques moments rapides au bureau, vous comprenez. Je n'ai jamais eu de relation émotionnelle avec lui. Si j'attendais un soulagement visible de David à cette nouvelle, j'aurais été déçu. Il n'a rien montré. Après quelques mois, Pierre a commencé à insister pour que nous allions dans un motel ou que je prétexte un voyage d'une nuit pour avoir plus de temps. J'ai peu à peu cédé et j'ai eu l'idée du faux voyage à Lyon. J'ai fait ça parce que je ne voulais pas être prise et exposée à l'humiliation publique, chérie. J'avais préparé cette excuse, persuadé qu'elle me rapporterait un bon point. Elle a échoué, à en juger par l'expression inchangée de David. Ça devait être une chose unique, et j'aurais rompu avec lui à notre retour, honnêtement. Ce n'était pas vrai et c'était un pari. La communication ne se faisant qu'en face à face au bureau, David aurait dû y avoir des micros pour me prouver le contraire. Encore une fois, rien ne s'est inscrit sur son visage rude, mais au moins il n'était pas parti en trombe. Cela m'a de nouveau réduite au silence, incitant l'avocat à me pousser à nouveau. Alors, vous êtes arrivé à Ajaccio, vous vous êtes installé dans une chambre d'hôtel, et ensuite? Vous avez eu des relations intimes avec ce Pierre Dubois? Non.
Il était tard, alors nous avons trouvé un bon restaurant à proximité et avons dîné. Puis vous êtes retourné à l'hôtel et avez eu des relations intimes. L'avocat a demandé. Cela m'a fait baisser les yeux, et d'une petite voix, j'ai répondu « oui ». Tout cela après avoir appelé mon client et perpétué la mascarade selon laquelle vous étiez à Lyon pour une conférence? Oui, encore une fois dit en regardant mes mains sur la table. Et je suppose que vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit et avez eu de nouveau des relations intimes, avez dormi tard, puis avez eu des relations adultères toute la journée suivante. Cela m'a troublé. Pourquoi l'avocat de David essayait-il de me faire mentir? Il devait avoir vu la même vidéo que David. Non. Nous avons eu des relations intimes à nouveau le matin avant de visiter la ville le lendemain. C'était tout. C'était l'étendue de ma tromperie. Quand j'ai parlé à David au téléphone le lendemain soir et qu'il m'a raccroché au nez, j'étais trop inquiète pour avoir à nouveau des relations avec Pierre. Je me suis concentré sur le fait de rentrer à la maison dès que possible. L'avocat a regardé David, qui a légèrement hoché la tête, ses yeux froids toujours fixés sur moi. Merci pour votre franchise, madame. Maintenant, vous aviez quelques questions. C'était le moment. Le moment où mes questions brûlantes allaient trouver une réponse. Je n'avais pensé à rien d'autre pendant des jours. Ma voix tremblait. Quand as-tu découvert pour Pierre, David? Finalement, David a parlé. Si ta question est en réalité, quand ai-je découvert que tu n'étais pas à Lyon pour une conférence, alors la réponse est mardi soir dernier. Le stress sous lequel j'étais m'a empêché de réaliser toute la signification de ces mots à ce moment-là. Comment, ai-je demandé. J'ai reçu un appel de la société de cartes de crédit lundi soir me demandant si nous voyagions à l'étranger, car ils avaient détecté une transaction. Ils avaient essayé de t'appeler en tant que titulaire principal de la carte mais n'avaient pas pu te joindre, alors ils m'ont appelé sur le numéro secondaire. Je me suis maudite à ce moment-là. J'avais oublié d'activer l'itinérance internationale sur mon fichu téléphone et les transactions internationales sur ma carte de crédit avant le départ. J'ai dit que nous n'étions pas à l'étranger, alors ils ont bloqué toutes les transactions à l'étranger et ont ensuite changé le mot de passe de notre compte. Je voulais t'appeler pour te le dire mais j'étais occupé et j'ai oublié. Cela expliquait pourquoi la transaction avait été refusée mardi. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que tu m'appelles mardi soir et que tu dises que ta carte avait été refusée dans un restaurant. Si le restaurant était à Lyon, alors la carte aurait fonctionné. Il m'est soudain venu à l'esprit que tu me mentais. Une fois que j'ai raccroché, j'ai vérifié que tu m'avais bien dit que tu allais à Lyon. J'ai trouvé le bout de papier sur lequel tu avais écrit le nom de ton hôtel et le numéro de ta chambre. Puis, ne pouvant croire que tu puisses être aussi trompeuse, j'ai vérifié le coffre-fort, pour constater que ton passeport manquait. Je ne voulais toujours pas croire les preuves qui s'accumulaient contre toi, alors j'ai appelé Mathieu le lendemain, et il s'est connecté au portail de la banque et a regardé les transactions récentes. Il y avait un important retrait d'espèces d'une banque à Ajaccio. Je ne savais pas ce que tu faisais là-bas, mais j'avais la preuve que tu avais menti sur le voyage à Lyon. J'étais complètement perdu. Il m'avait coupé de sa vie juste parce qu'il m'avait surprise à mentir. Au début, ça m'a choqué, mais plus tard, en y réfléchissant, j'ai reconnu que c'était tout à fait David. C'était une personne très manichéenne. Alors, quand as-tu découvert pour Pierre, ai-je demandé. Eh bien, les raisons pour lesquelles tu m'as trompé étaient peu nombreuses, et la plus convaincante d'entre elles était que tu avais une liaison. Quand ai-je appris le nom de Pierre? C'était il y a environ 10 minutes, quand tu me l'as dit. Quoi? Sur la base d'un seul mensonge, il m'avait rayé de sa vie, avait déménagé et demandé le divorce? Ou est-ce que toute cette histoire de me signifier les papiers du divorce et d'exiger mon honnêteté n'avait été qu'un stratagème pour découvrir la vérité sur ce que j'avais fait? Alors tu n'avais pas de détective privé qui me suivait à Ajaccio? Tu n'as pas de photos et de vidéos de moi et de Pierre? Non, a-t-il répondu. C'était une bonne nouvelle. Sans rien de visuellement concret gravé dans son âme, mes chances de pardon et de poursuite de notre mariage étaient sûrement bonnes. Mes réflexions ont été interrompues par son avocat. Alors, madame, je pense que vous conviendrez que mon client a rempli vos conditions. Il a écouté votre histoire et vous a dit comment il a découvert votre rupture du contrat de mariage. Si vous voulez bien signer la demande de divorce, nous n'avons plus besoin de perdre le temps de tout le monde. Les conditions du règlement sont conformes à votre contrat de mariage. Il a poussé la pile de papier vers moi.
Cette réunion s'était déroulée si différemment de ce à quoi je m'attendais. J'étais sonné. J'ai regardé les papiers. David ne connaissait pas le nom de Pierre avant que je ne le crache pendant cette réunion. Il ne savait rien, sauf que j'avais menti. Il n'avait pas de preuves avant cette réunion, et il n'en avait toujours pas. Pas de preuves concrètes. Le stress a fait entrer en jeu mon instinct de survie. Un regard à David m'a dit que nous étions finis en tant que couple. Il était temps de m'occuper de mon avenir de femme célibataire. J'ai repoussé les papiers sur la table. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas quoi, a demandé l'avocat. Je ne signe pas ça. Vous n'avez aucune preuve d'infidélité, et par conséquent le contrat de mariage ne s'applique pas. J'accepte que le mariage soit terminé, et je mourrai en m'excusant encore auprès de David de lui avoir menti. C'était stupide et égoïste de ma part. Changer l'accord pour un partage plus équitable de nos biens, et je le signerai cet après-midi. Sur ce, je me suis adossé et je me suis préparé à être têtu. Encore une fois, l'avocat a regardé David, qui a hoché la tête. Mais nous avons une preuve d'infidélité, madame. Ou nous l'aurons dans environ 30 minutes. Quoi? Comment, ai-je demandé. Quand votre mari, moi-même et Julie ici présente, qui est également une auxiliaire de justice, ce qui a beaucoup de poids. Vous savez, signerons nos déclarations où nous attestons avoir assisté à une réunion ici aujourd'hui au cours de laquelle vous avez admis avoir mené une liaison sordide et dégoûtante avec. À ce moment, il a consulté les notes qu'il avait prises pendant la réunion. Un certain Pierre Dubois. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir signer? Peut-être aurais-je dû investir dans un avocat. Je suis resté là, abasourdi. Quand David était-il passé d'une personne généreuse, honnête, droite et aimante à ce calculateur froid et impitoyable? Je savais qu'il avait été sans pitié par le passé avec des couples amis où l'un avait fauté, le fautif avait toujours été banni de nos vies. Mais pas avec moi. Pas avec ses enfants. Pour nous, il avait toujours été gentil et compréhensif. Puis je me suis souvenu de récits chuchotés par des connaissances au fil des ans, selon lesquels dans sa vie professionnelle, David était plutôt dur. Il semblait qu'il avait changé mon statut d'épouse aimante à celui d'une affaire commerciale qui a mal tourné, un obstacle sur la route à éliminer. Non, ce n'était pas ça. C'était moi. C'est moi qui avais changé mon statut, pas lui. Malgré ma promesse de signer, je ne l'ai pas fait, bien sûr. En sortant en trombe, j'ai entendu David dire, voyez-vous le même schéma de promesse non tenu que moi. Je pouvais dire d'après l'expression de David et le sale tour de m'avoir piégé qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Cela, autant que toute autre chose, a été un choc pour le système. C'était chacun pour soi maintenant. Un retour chez le même avocat que précédemment m'a valu un avertissement, si je l'avais engagé, cela ne serait pas arrivé. Il m'a conseillé que si nous nous battions, il y avait une petite chance d'annuler la supercherie, alors tardivement, je l'ai engagé. Au final, il n'a ni ralenti le processus ni changé le résultat. Tout ce qu'il a fait, c'est s'assurer que nous arrivions à la fin du processus avec lui un peu plus riche et moi encore plus fauché. Sa promesse de m'obtenir une part de l'argent de David provenant de la vente de l'entreprise s'est avérée aussi bonne que la mienne à David le jour de notre mariage. Il a dit que c'était parce que le contrat de mariage était si simple et efficace, mais je soupçonne que c'était parce que c'était un avocat de pacotille. En parlant de fauché, un soir, peu de temps après ma défaite devant les tribunaux, j'avais consommé la moitié d'une bouteille de quelque chose quand la sonnette a retenti. C'était Pierre, en pleurs et enragé, bredouillant que sa femme l'avait mis à la porte et avait changé les serrures. Elle avait reçu une visite de David, semblait-il, et Pierre me blâmait. Typique. Comme s'il n'avait rien eu à voir avec le fait de se lancer dans une liaison. Enfin, voilà un exutoire pour ma frustration. Je l'ai renvoyé avec quelques mots bien choisis, mais cela n'a pas suffi à satisfaire ma colère. J'ai attrapé le pot en terre cuite qui se trouvait près de la porte d'entrée. Il était rempli de tournesols artificiels. De si joyeuses fleurs, les tournesols. Rien ne dit passe une belle journée ensoleillée comme un tournesol. Je l'ai lancé à la tête de Pierre en hurlant, passe une belle vie, espèce de sale con. Il n'a fait aucune manœuvre d'évitement, et le pot l'a frappé en plein entre les omoplates. Il s'est effondré comme un sac de pommes de terre. Il a de la chance que je n'ai pas été assez forte pour lancer plus haut, ou j'aurais pu lui arracher la tête. J'ai refermé la porte sur lui, pensant qu'il avait eu ce qu'il méritait. Un peu injuste,
pourriez-vous penser. C'est moi qui l'avais poursuivi, souvenez-vous. Mais il n'avait pas à succomber à ma séduction, et de toute façon, la pensée rationnelle n'était manifestement plus mon point fort. Martine a été témoin de toute la scène et a passé l'appel qui a conduit Pierre à être emmené en ambulance et moi à l'arrière d'une voiture de police. Je suppose que Pierre me blâmait autant que je le blâmais. Il a porté plainte pour agression. Pierre s'est mis à boire et a fini par être licencié pour ça. J'ai d'abord été licencié, puis réintégré par un patron qui a expliqué, les dents serrées, que notre curé lui avait fait un sermon sur le pardon. L'ambiance joyeuse au travail était terminée pour moi, cependant. Mes collègues féminines me traitaient comme si j'allais leur voler leur mari et s'accrochaient à eux comme des berniques lors de la seule soirée d'entreprise à laquelle j'ai assisté après cela. Les femmes du quartier étaient pareilles. Alors me voilà. Un homme est venu un jour et m'a demandé les clés de ma BMW. C'était un des biens de l'entreprise, maintenant vendu. Je lui ai dit d'aller se faire voir, mais il est revenu 1 heure plus tard avec un policier. Super. Ma sœur a supplié David, et il m'a accordé 1 mois supplémentaire pour quitter la maison, où je suis assise maintenant, regardant les pièces vides et résonnantes. Des pièces qui résonnaient autrefois des rires des enfants, de David faisant semblant d'être un monstre en jouant à cache-cache, et des grincements de sommier. Tous des souvenirs que j'avais tués avec ma curiosité, comme un tueur de vampires avec un pieu. David avait enlevé les meubles qu'il voulait, ce qui n'était pas grand-chose, et mes affaires étaient dans un garde-meuble jusqu'à ce que je décide quel tiers d'entre elles rentrerait dans mon nouvel et minuscule appartement. Aucun de mes enfants ne répondait encore à mes appels. Je ne pouvais qu'espérer que cela changerait un jour, après qu'ils aient jugé que j'avais assez souffert pour avoir blessé leur père. Je suppose que je pensais que ce jour était aujourd'hui, mais ils ne devaient pas être d'accord avec moi. À vrai dire, j'avais un peu peur de les affronter. Comment la personne qui leur avait inculqué les valeurs de loyauté, de justice, d'honnêteté et d'intégrité qu'ils démontraient maintenant pouvait-elle les regarder dans les yeux? Avec un dernier sanglot, je suis sorti de la maison résonnante, fermant la porte derrière moi. J'ai baissé les yeux. Là, gisait le journal. Personne, semblait-il, n'avait annulé l'abonnement. C'était samedi, le jour où les offres d'emploi étaient publiées. Un déménagement quelque part où mes collègues ne me regarderaient pas avec lassitude serait bien. Alors je me suis assise sur le perron, sans hâte après tout de rejoindre mon appartement solitaire, et je les feuilletais. En me dirigeant vers les pages d'offres d'emploi, la vie pouvait-elle me frapper encore plus fort? La page 6 contenait un article sur un homme d'affaires local, David Moreau, vendant son entreprise pour une somme non divulguée mais spéculée à 8 chiffres. La photographie d'accompagnement le montrait en pleine forme lors d'une récente réception de la chambre de commerce locale, souriant à une belle compagne. Mes larmes ont fait baver l'encre. Je me suis maudite d'avoir succombé à ma curiosité, sans elle, c'est moi qui aurais été sur la photo avec David. Ma vieille voiture a finalement démarré, et j'ai roulé lentement, à travers un brouillard de larmes. Les rideaux ont bougé tout le long de la rue, jusqu'au bout. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris un tournant que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos réactions. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes chaque jour, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.